J'ai donné la parole à Jacques Le Fou. Jacques Le Fou, j'ai déjà entendu ça, mais je suis pas sûr. Oui, oui, bah, évidemment, mais toi, t'es pas du tout connecté. C'est Jacques, c'est Jacques Le Ah, Fou. vous vous connaissez? Ah bah, je vous laisse la parole alors. Non, je ne connais pas. Ça va être la première fois qu'on va Ah, échanger. d'accord. Bonsoir à tous, bonsoir Vincent. Salut Mais, Jacques. mais j'ai l'impression d'avoir déjà vu ou entendu ta voix, mais je sais pas. Mais ça, mais bien sûr. Ah, Bien d'accord. sûr. Jacques a fait plein de directs, plein de vidéos sur l'islam. Ah, d'accord, d'accord. Ah, je savais pas. Bah, bah, enchanté de te découvrir. Bah, écoute, Jacques, je te laisse la parole. Moi, je coupe mon micro. Merci beaucoup. Je suis très content d'avoir. C'est la première fois que je monte dans un space pour parler. Je crois que c'est comme ça qu'on dit un space. Ah Je oui, suis bah, moi très. aussi. C'est la première fois pour moi aussi. Attends, on est deux alors. Comment ça va? Bah ça va, écoute, hein, ça va. Je suis très content de te parler parce que bah, j'admire ce que tu fais, j'admire ton courage qui est d'un niveau supérieur encore à ce que je fais. C'est quand même assez fou ce que tu fais. Donc, d'ailleurs, Jacques Le Fou, c'est pourquoi? Pourquoi tu as choisi ce pseudo d'ailleurs pour poser la question? Euh, c'est plutôt basique parce que le fou, c'est le fou du roi, celui qui se permet de dire ce qu'il pense, même aux plus puissants, D'accord, dans une forme de défiance humoristique. Et d'accord. Jack, c'est parce que je suis un fanatique de science-fiction et surtout de la série Stargate. Donc, c'est en référence à le colonel Jack O'Neill. C'est tout. Donc, D'accord. ça donnait Jack le Fou. C'est le même pseudo que j'ai depuis pratiquement 25 ans maintenant, D'accord, sur mes ok. réseaux. Ouais, justement, moi, je voulais te poser une question parce que j'ai vu dans ta dernière FAQ, qu'on m'a envoyé que tu étais intéressé à ce que je vienne pour que tu me poses des questions et tout. Ah, Moi, je suis complètement. moi, je suis très intéressé, mais là, ça va être moi qui vais poser des questions, si tu me le permets. Vas-y, je t'en prie, vas-y. Merci beaucoup. Donc, euh, je ne sais pas comment appeler ça, mais certains qualifient ça de mouvement des apostats ou la sphère des apostats ou la critique de l'islam. Je pense que tu as remarqué qu'il y a eu un petit changement depuis quelques mois. Complètement, ouais. Donc, tu Ouais. participes d'ailleurs. Oui, donc je suis un acteur, ouais, avec beaucoup d'autres personnes. Ouais. Voilà, oui, parce que j'ai débarqué sur l'espace francophone je dirais, il y a 4 5 mois à peu près. Avant, j'étais exclusivement sur l'espace arabophone, anglophone et kabylophone. Ouais. Et effectivement, moi, j'ai découvert la France, on va dire ça, j'ai découvert la France à travers mes lives et tout. Et c'est, j'allais de mauvaise surprise en mauvaise surprise. Voilà, c'est pas du tout l'image que j'avais de la France. Parce que dans, la seule chose que je connaissais de la France, c'est les histoires que mon père me racontait. Parce qu'il a vécu pendant longtemps dans les années 60-70 là-bas. Il en a gardé un très, 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 très bon souvenir. Mais c'est pas vraiment ce que j'ai découvert sur mon live. Disons que peut-être que mes lives sont un peu biaisés. Parce que les personnes avec qui je parle sont. Voilà, c'est plutôt islam et tout. Donc ça filtre beaucoup de Ouais. personnes. Et d'ailleurs, je Mais- me suis trompé dans ma FAQ parce que je dis que tu es un apostat, mais toi, tu ne es pas un apostat. Tu es athée depuis ton enfance, c'est ça? Oui, oui, j'ai jamais cru. Oui, je suis un Algérien athée. C'est D'accord. un- ouais, c'est pas un oxymore, ça existe. Mais c'est pas grave, il y a beaucoup de personnes qui se trompent, mais c'est pas très méchant. Donc Bon, moi, je voulais te dire, moi, je voulais te pour, poser la question. pour Oui, couper, pour oui, rigoler, je disais, on est deux alors. Moi aussi, je suis un Algérien athée. Donc, ça fait beaucoup. Donc, ça Et toi, Hassan, existe. t'as jamais cru en Dieu, toi, Hassan? Non, jamais. Jamais. D'accord. C'est vraiment. C'est des fadaises. On m'a raconté ça. Je me suis dit, mais comment on peut croire en tout ça? Des histoires d'anges qui descendent, de licornes sur lesquelles chevauchent. Vraiment, depuis tout petit, c'était vraiment Tes parents, des ils histoires croient tous? fantastiques. Tes parents Alors croient oui, tous? non, non, mais moi mon père, déjà, bah, évidemment, mon père n'était pas très... il m'a jamais parlé d'islam, etc. Donc, il n'était pas trop là-dedans. Et c'est pas du tout quelqu'un qui m'envoyait de force, qui me voulait m'envoyer dans une mosquée ou des choses comme ça. Donc,
Ça, c'est Ça, déterminant, en fait. C'est déterminant, ça. ça joue, c'est sûr. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'a amené, par exemple, à la politique, bah, après, je vous coupe et je te redonne la parole. Désolé, Jacques. Je suis trop bavard. Mais c'est intéressant. Je ne sais pas si tu ferais le parallèle, mais moi, par exemple, ce qui m'a donné à aller dans le marxisme, quand j'étais au collège, c'est à cause des autres musulmans, enfin, des autres jeunes maghrébins qui étaient dans ma classe, enfin, les autres que je fréquentais dans la cité. Parce que moi, j'ai vécu en France. Enfin, je vis en France. C'était l'islam, en fait. J'ai découvert le marxisme comme un mouvement politique rationnel et athée, assumé. Et en disant, voilà, la religion, c'est mauvais, c'est un poison, voilà à quoi ça sert, etc. Et moi, c'est ça qui m'a propulsé vers le marxisme. C'est vraiment, je dis, Ah mais oui. c'est exactement ce que je suis, quoi. C'est-à-dire ce rapport, et je supporte pas, je supportais pas la religion. Mais voilà, moi, je coupe mon micro, Jacques. Vas-y. Merci beaucoup. C'est intéressant la réflexion que tu viens de faire. On pourrait en discuter pendant quelques heures. Mais moi, je voulais poser la question, c'est parce que Vincent, je connaissais pas du tout. Et quand j'ai commencé sur YouTube en français, ma- pas quand j'étais YouTube en arabe, tu étais là parmi vraiment les premières personnes qui m'avaient envoyé un message d'encouragement. Ah, D'ailleurs, j'ai dû poser la question à Jordan X, je pense que tu connais. bien Je lui ai sûr. dit, c'est qui Vincent, hein? C'est qui Vincent Lapierre? Donc, il m'a orienté vers ta chaîne YouTube et tout. J'ai regardé deux, trois vidéos, c'est intéressant. Euh, D'un certain point de vue, c'est intéressant. Il y a beaucoup de bruit, c'est moi ou... Non, c'est moi, je suis dans la rue, en fait, je me promène. Et Ah, voilà, je suis à Grenoble et je me promène dans la rue. Et Jacques, je voulais d'ailleurs, j'en profite de t'avoir là pour te dire, je crois que c'est d'ailleurs la nature du message que je t'avais envoyé, c'est je te remercierai jamais assez parce que j'ai l'un de mes meilleurs amis les plus intimes qui est sorti de l'islam en regardant tes vidéos. Et alors ça, je dois t'avouer que ça, c'est balèze. C'est très, très, très balèze. Et donc voilà, je te remercie. ouais, malheureusement, c'était un effet secondaire de mon contenu. C'est pas l'effet primaire recherché. Ah. Mais justement, je voulais te poser la question moi parce que visiblement, parce que je pense que tu regardes mon contenu et je voulais savoir est-ce que qu'est-ce qu'il y a eu comme répercussion depuis que tu regardes mon contenu? Parce que ça m'intéresse. Est-ce que il y a des positions qui ont changé ou qui se sont Bah, avisées ou qui se précisaient ou je sais pas ce que tu bah, as j'ai compris appris. Oui, ce oui, que bien je veux sûr. dire. Déjà, une première chose qui a changé, figure-toi, Jacques, c'est que je me suis mis à lire le Coran. Je me suis mis à lire le Coran et j'ai littéralement halluciné. Parce qu'en fait, bon, toi, évidemment, tu as une grande connaissance des textes de l'islam. Pas moi. En vérité, j'avais beaucoup d'a priori, mais très peu de connaissances concrètes. Et donc, en fait, en t'écoutant, je me dis, tiens, je vais vérifier, ça me semble assez fou, en fait, tout ça. Et je me suis mis à lire le Coran et j'ai halluciné. Je dirais que la lecture du Coran est encore plus révélatrice que tes lives. C'est une dinguerie quand on regarde dès les premières pages. On ressent, on lit énormément de violence, énormément d'intolérance. Et ça, c'est vraiment le truc principal, c'est que je me suis mis à lire les textes religieux de l'islam à la suite de l'écoute de tes vidéos, quoi. Et évidemment, j'ai énormément appris. J'ai énormément appris. Si tu veux, avant de te connaître, j'étais dans une attitude plutôt de me dire, bon, l'islam est une religion de paix, parce que c'est ce que disent la majorité des musulmans, et ils le croient sincèrement, je pense. L'islam est une religion de paix, c'est juste que tu as certains extrémistes qui déforment, qui prennent les choses trop à la lettre, etc. Et en fait, je me suis rendu compte de ça, c'est qu'en réalité, les extrémistes appliquent l'islam réellement, et l'immense majorité des musulmans, et ça, il m'a fallu du temps pour le comprendre, ne connaissent pas leur propre religion, ne sont pas allés au texte, ne connaissent pas les hadiths. Et c'est ça c'est vraiment le truc principal que j'ai découvert en t'écoutant. C'est ça, c'est qu'en réalité, beaucoup de musulmans ne connaissent pas leur religion. Et que les mecs de Daesh, etc., eux, au contraire, la connaissent très bien. Et ce sont eux qui l'appliquent réellement, la religion. Voilà principalement, quoi, à grands traits, ce que j'ai retenu de tes enseignements. Ok, mais j'aimerais juste préciser que moi je parle essentiellement de l'islam sunnite parce que tu sais, il y a plusieurs Oui, ouais, il y a, il y a plusieurs façons d'approcher
d'approcher l'islam quelque part. C'est-à-dire les gens peuvent être musulmans et avoir un islam complètement différent de l'islam sunnite. S'ils savent ce que c'est que l'islam sunnite, ça veut dire ils s'en éloignent. Mais Ouais, généralement, ils ne savent pas ce que c'est, donc ils continuent à dire je suis musulman sunnite, parce que les musulmans sunnites, c'est quand même 90% des musulmans dans le monde. Et en France, je crois que c'est 99%. En Algérie aussi, je dirais même ouais, presque 100%. Donc c'est ça ils continuent à dire islam sunnite, alors que l'islam sunnite, c'est des textes. C'est des textes bien précis, que ce soit le Coran, que ce soit la sira, donc la biographie, les hadiths, le consensus, l'analogie, c'est tout un truc. C'est tout un corpus de textes plus ou moins sacrés qui représentent une certaine autorité, que les gens ignorent. Et je pense que oui, c'est très, très important pour moi que les gens connaissent, connaissent au mieux leur religion. Ça leur permet d'avoir un avis beaucoup plus éclairé, un avis qui n'est pas influencé ou qui n'est pas biaisé. Voilà. Une fois qu'ils connaissent leur religion, ils sont beaucoup plus libres dans leur choix de continuer ou de se rendre compte que c'est des fables, des mythes et légendes. et le problème, c'est que c'est ce qu'on rencontre dans les religions et même dans les croyances en général, mais les religions encore plus, parce que ça vient de l'enfance, c'est qu'il y a une interpénétration entre la personnalité et la croyance. C'est-à-dire que quand on critique la religion, l'islam, en l'occurrence, mais ça pourrait faire la même chose pour le judaïsme ou le christianisme, les gens le prennent personnellement. C'est-à-dire que c'est eux qu'on attaque, dans leur être, dans leur chair. C'est-à-dire qu'ils se définissent avant tout et par-dessus tout comme musulmans, comme chrétiens, comme juifs, avant même de leur nationalité ou leur sexe ou leurs goûts divers et variés ou leurs orientations politiques. C'est-à-dire que c'est vraiment ils ne font qu'un avec, et ça se comprend, parce qu'on parle de la création, on parle de Dieu, donc c'est entre guillemets leur super papa, Dieu, c'est plus important même que leur père ou leur mère. Et donc, quand on attaque cette religion, et c'est ce que enfin, c'est pas ce que tu fais, toi, tu fais de la pédagogie et tu expliques ce qu'est réellement leur religion, mais quand ils ont l'impression qu'on attaque leur religion, ils ont le sentiment qu'on les attaque eux directement, et c'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est dangereux dans la croyance en général, et dans le complotisme, et dans tout type de croyance, c'est que les gens se sentent attaqués individuellement. Et c'est là où ça devient dangereux parce que leur réaction, elle peut être, ça peut être n'importe quoi. Raison pour laquelle maintenant, je me protège dans mes micro-trottoirs. Parce que je suis pas à l'abri qu'un mec prenne un couteau, se dise: «Ah, toi, t'as dit du mal de l'islam, tu vas voir», mais me plante, quoi. Ça peut arriver aujourd'hui en France. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Et c'est grave, c'est extrêmement grave. Je trouve ça grave. Donc merci parce que toi, tu participes au fait que ben, les gens prennent du recul par rapport à leur religion, si c'est possible, pour certains, pour les plus, je dirais, les moins euh, comment dirais-je, ceux qui ont plus de recul, ceux qui, grâce à leur éducation, ont quand même une vision un peu plus, je dirais, nuancée de leur religion, ils peuvent en sortir. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est bien. Ouais, en fait, ce que tu décris, donc le fait qu'ils prennent personnellement quand on critique leur religion, en fait, c'est une conséquence. C'est pas une cause qu'il faut prendre en compte, donc se méfier ou je sais pas quoi. C'est une conséquence. Et ce n'est même pas une conséquence de la religion elle-même, parce il y a d'autres religions qui disposent de textes beaucoup plus virulents que l'islam. Ouais. En fait, c'est une conséquence de l'absence même de la critique. Et je parle de la critique des textes, hein, pas la critique des personnes ou des Ouais. musulmans en tant que groupe ou des maghrébins, je sais pas comment vous dites en France, des arabes. Non, non, je parle vraiment de l'absence de la critique des textes. C'est cette absence de critique des textes qui fait en sorte que les gens qui sont baignés, qui sont endoctrinés dans cette religion, on ne leur a pas donné cette chance-là, je dirais même ce droit-là, d'entendre et d'écouter un autre son de cloche, une autre opinion par rapport à leur texte. On les a abandonnés. C'est-à-dire, on les a laissés dans les mains des gens qui utilisent ces textes-là pour les manipuler, pour les influencer, pour leur répéter encore et encore que ces textes-là sont parfaits. Que vous, en tant que musulman, l'islam avant tout, Allah avant tout, Mohammed avant tout. Ça passe avant, je dirais même pas avant votre nation, ça passe même avant vos parents et vos enfants et votre famille. Donc Et on votre les vie. abandonne. Voilà, on les abandonne face à ça. C'est normal qu'au bout d'un moment, les mecs, les personnes qui n'ont jamais entendu la critique de leur religion leur devient comme une évidence. Vraiment, une évidence absolue.
C'est-à-dire, c'est pas possible que quelque part, que ça soit faux. Parce que jamais dans leur vie, ils n'ont entendu une parole critique. Donc, si c'est vrai, si c'est une évidence, donc les gens qui sont contre, ben, représentent le mal quelque part. Même si tu es contre juste un tout petit peu, tu ne partages pas le même avis, ben, quelque part tu es le mal. Tu es identifié comme le mal. Parce que moi, ce que je crois, c'est le bien absolu. Absolu, et l'absolutisme, on sait ce que ça a comme répercussion. Donc, pour changer cet état de fait, pour donner la chance et l'opportunité, je dirais même l'occasion aux gens de ne plus amalgamer leurs croyances avec leur propre identité, au point de réagir de manière violente, parfois même virulente, pour leur donner cette opportunité, il faut pratiquer la critique des textes. Et je veux dire la critique dans tous ses formats, c'est-à-dire la critique académique, la caricature, la moquerie, parfois même l'insulte, en tout cas pour que les gens s'y habituent, tout simplement. Une fois qu'ils se sont habitués, et parce qu'elle est présente partout, c'est leur droit d'entendre la critique de leur religion. D'ailleurs, dans, dans la plupart des cas, c'est comme ça qu'ils peuvent se rendre compte si ce qu'ils croient est vrai ou pas. Si tu ne leur donnes pas l'occasion d'entendre la critique et tu les abandonnes complètement dans les bras de ceux qui leur disent à longueur de journée que l'islam est la vérité absolue, ils ne vont pas se rendre compte que l'islam, bah, finalement, non. C'est juste une fable de plus, une religion fictionnelle de plus. Donc, en leur accordant cette critique, c'est ce que moi j'essaye de faire. Vraiment, je le fais non pas parce que j'éprouve une animosité envers les musulmans, au contraire. Au contraire, si réellement je détestais les musulmans, je vais les laisser tranquilles dans le bras de cette idéologie mortifère, sectaire, misogyne et esclavagiste. C'est parce que j'ai pas envie, parce que j'aime les êtres humains et les musulmans, c'est des êtres humains, que j'ai envie de leur donner cette opportunité d'avoir un autre son de cloche et de prendre connaissance de leurs textes et d'être plus libre de les approcher et de les appliquer comme ils veulent, comme eux ils ont choisi, pas comme d'autres personnes, des savants, des imams ou je ne sais quoi d'autre, décident à leur place. Ouais, je comprends. Après, tu fais face à quelque chose de fort, c'est l'esprit de groupe aussi, parce que les musulmans sont intégrés dans leur communauté, dans leur famille, etc. Et ça, c'est des chaînes qui sont très, très puissantes. Donc ouais, c'est les 12 travaux d'Hercule, là. Tu t'es lancé dans une tâche herculéenne, là. Et moi, je vois que les Oui, apostats. mais je suis pas seul. Mais je suis Oui, pas seul. je vois que vous êtes de plus en plus, même, je dirais. Ça grossit et c'est assez beau, ouais, c'est beau. Bah, je te cache pas que je fais tout pour que ça grossisse. Ouais. Parce que, ouais, parce que au bout d'un moment, on vit dans une société, bah, le nombre, ça a une importance. Surtout dans une démocratie, c'est pas, voilà. Le fait d'être nombre à défendre une certaine vision de la société ou un projet de société, ça a quand même une importance. J'ai donné la parole aussi à une... Attends, je vais juste pour pas dire non. Massiré. Donc, si tu veux prendre la parole, et vu que vous parlez sur cette thématique de la religion, je me suis dit qu'on reste sur ce sujet avant peut-être de changer de sujet. Euh, Tu peux prendre la parole. Oui, bonsoir, Cercle. Bonsoir, Bonsoir. Cercle Fou. Bonsoir, Vincent. Et bonsoir à tous les auditeurs. Et bon, c'est vrai que c'est un honneur de rencontrer enfin Cercle Fou. Mais oui, oui, le sujet de ce soir, c'est sur la religion. Et oui, en fait, moi j'ai apostasié il y a au moins 6 ans. Et un peu avant, j'étais musulmane light, mais j'étais musulmane, je priais, je faisais la ramadan. Et j'ai arrêté l'islam progressivement, c'est-à-dire que moi, après, bon, je sortais avec un Algérien qui était libertin et athée de naissance. Donc, sa famille pratiquait, lui, il pratiquait pas, mais on était tous les deux libertins. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à apostasier. À côté, je faisais mes trucs. Et j'ai apostasié, et puis j'avais des problèmes de santé, donc j'ai arrêté le ramadan. Mais je sais que ma famille est encore ancrée dedans, parce que je suis retournée chez ma famille il y a 2 ans, et limite, ils m'ont imposé à prier, quoi. Et je savais que la prière, c'était plus pour moi. Et déjà, pourquoi j'ai apostasié? Parce que moi, déjà, j'ai une passion fou pour la musique, donc ça va pas ensemble. De deux, bah, je faisais mon activité de libertine, donc ça allait pas aussi. Et de trois aussi, plus jeune, quand j'étais un peu plus jeune, il y avait aussi des phrases, et même encore aujourd'hui, des phrases dans le Coran
qui me choquait dans le sens où la femme, faut la labourer. Si on l'écoute pas, si elle te suit pas dans tes ordres ou dans ce que tu dis, faut la frapper. Oui, quelques textes comme ça en rapport avec la femme, des trucs comme ça qui m'ont gênée. Genre labourer la femme, genre la frapper, genre la courtiser. Enfin, je sais pas s'il y avait courtisé, mais je sais qu'il y avait labouré et frappé. Enfin, il y a un genre d'irrespect pour la femme, quoi. Et en fait, c'est vraiment ces premières phrases qui m'ont choquée dans le Coran. Et quand je voyais ma mère et mon demi-frère débattre sur le Coran, je leur dis, mais vous savez pas que dans le Coran, c'est marqué qu'il faut labourer la femme, frapper la femme. Et vous savez que le prophète a épousé une gamine de 6 ans. Et ils buggaient, quoi. Ils savaient pas trop quoi dire parce que dans ma famille, le Coran est ancré. Enfin, mes grands-pères étaient maîtres coraniques. Et c'est vrai que c'est dur pour eux. Et je sais que ma mère, j'ai appris d'un moment qu'elle a porté un abaya pendant le ramadan parce que mes frères ont grandi alors que c'est moi l'aîné de la famille, c'est moi qui dirigeais plus ou moins après ma mère la famille. Et revoir mon frère grandir, me donner des ordres et le cursus, ça, je te dis, enfin, j'aimerais vous dire que ça me dégoûte, quoi. Ça me dégoûte. Et moi, je suis très contente de sortir de ça. Et moi, je ne veux pas sortir les gens de leur religion. Je sais qu'il y a des musulmans, voilà, ils veulent être dans leur religion, c'est bien. Mais moi, j'aimerais que les musulmans apprennent, s'ils veulent se voiler, tant mieux pour eux. S'ils se voient dans les espaces publics, normalement, on devrait l'interdire. On voit bien qu'à l'étranger, ils le font. Parce que je faisais un débat sur Discord avec d'autres personnes, ils disaient qu'il vaut mieux laisser la femme se voiler, mais qu'on fasse l'enseignement du voile à l'école. Comme ça, quand ils grandissent, ils se rendent compte, enfin, au fur et à mesure, pourquoi pourquoi le voile existe, pourquoi le voile doit être porté. Et il me semble que dans le passé, le voile a été porté parce que les femmes, je ne sais pas si c'était des prostituées, elles voulaient se cacher de leur mari, enfin, je ne sais pas trop. Bon, je ne connais pas trop l'histoire du voile, mais moi-même, à un moment, je voulais me voiler. Et ma mère m'a dit, t'es sûre, tu veux finir comme une femme voilée comme ça, tu vois? Et moi, je sais ce que c'est que l'islam, et moi, je suis contente d'être sortie. Pour moi, l'islam, tout ce qui est sunnite et chiite, c'est pareil. Donc, moi, je peux y retourner. Vu les textes, c'est pas la peine. Est-ce que tu as une question précise à poser à Vincent ou à Jacques? Ou c'était une C'est un intervention témoignage, c'est un beau témoignage d'ailleurs. Et honnête, très honnête, d'ailleurs très franc? en fait, moi, il y a une question. Moi, j'ai une question à poser à Jacques Lefond, enfin, une demi-question, je dirais. Moi, enfin, une réflexion. Je réfléchis en même temps que je vous parle. Moi, ce qui m'inquiète dans l'islam, je vais pas vous le mentir, et je pense que c'est ressenti par pas mal de Français, c'est qu'au-delà même de la croyance et des aspects, je dirais, culturels, visibles, qu'implique l'islam, il y a une dimension politique. C'est-à-dire qu'en fait, on se dit, et je lisais dernièrement un bouquin sur les réseaux fréristes en France, en fait, ce qu'on se dit, c'est que derrière cette religion, il y a peut-être, potentiellement, c'est la démographie qui le déterminera, ben, une prise de pouvoir sur la France. C'est ça qui inquiète les Français derrière cette question d'islam. C'est de se dire, c'est un groupe déterminé qui est très soudé parce que, évidemment, ils sont soudés par la croyance, et une croyance très forte, et que donc à terme, c'est la démocratie même et la République française qui est potentiellement remise en question par ça. Moi, je voudrais demander à Jacques Le Fou si lui, il prend en compte cette dimension politique ou pas dans ses réflexions. T'imagines bien que oui, parce que je suis algérien. Ouais, s'il n'y a pas de démocratie en Algérie, c'est la première raison, le premier obstacle et de loin, c'est l'islam sunnite. Moi, j'aime pas les phrases l'islam politique ou je sais pas. L'islam sunnite, parce qu'en lui-même, c'est un projet de société politique. Et si le nombre de personnes qui adhèrent bah, représente une certaine marge de la population, bah, non seulement ça va finir par avoir des répercussions sur les interactions entre les citoyens, c'est-à-dire même les interactions entre eux dans la société va être parasité ou imprégné par cet islam sunnite, et ça peut même aller jusqu'à imprégner même l'espace politique et pourquoi pas influencer et changer des lois. Donc oui, et donc c'est clairement oui. Mais moi, je sais pas comment te dire ça. Moi, je suis plutôt optimiste de ce côté-là. Je vais te dire pourquoi. Parce que musulman, c'est pas une couleur de peau, c'est pas, c'est pas une infirmité, c'est pas,
C'est pas, je sais pas comment te dire ça. C'est pas le nombre de yeux que tu possèdes. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui est intrinsèquement lié à toi. C'est une croyance. Hein, C'est tout. C'est juste une croyance. Et donc, comme toutes les croyances, dès qu'elles osent, normalement, dans une démocratie séculaire ou laïque, en France, vous dites laïque, donc normalement, quand une croyance religieuse ose essayer de s'imposer dans une vision hégémonique, justement, sur la société, ou pourquoi pas même sur l'espace politique, normalement, il doit y avoir une réponse critique, une réponse sans aucune concession. Et ça veut dire même le nombre de musulmans va diminuer forcément. Ça veut dire, le problème, moi, que je vois, c'est que les gens essentialisent musulmans avec la personne l'islam avec la personne musulmane. Alors que non, c'est comme le voile. C'est-à-dire, ils essayent de réfléchir à où est-ce qu'interdire le voile. Pourquoi interdire le voile? Les gens ne vont pas comprendre par eux-mêmes que le voile, ça sert à rien et qu'il faut l'enlever. Tu vois l'approche que j'ai, Vincent. C'est-à-dire que Oui, oui, j'essaie oui, de bien faire sûr. confiance, vraiment, j'essaie de faire confiance à l'intelligence des gens. Et je leur fais confiance, déjà de un, en me battant, pardon, pour leur liberté et leur droit de choisir la religion qu'ils veulent, de mettre ou de ne pas mettre le voile. C'est leur droit, comme moi, j'ai le droit, parce que c'est le même droit. Je me bats pour leur droit parce que je veux avoir le même droit. Par exemple, en Algérie ou ailleurs. C'est-à-dire, j'ai le droit d'avoir la religion que je veux ou si je ne veux pas, de critiquer ce que je veux, de m'habiller comme je veux. Mais au-delà de ça, je ne vais pas m'arrêter là. Je ne vais pas m'arrêter là. Je vais aller au-delà de ça. C'est-à-dire, si pour moi, le voile, il est, c'est la dame tout à l'heure, on en a parlé un petit peu, bah, le voile, il est clairement, aujourd'hui, islamiquement parlant, c'est un porte-étendard, si tu veux. Ou si tu veux, un marqueur dans la société du nombre de personnes qui adhèrent justement à ce projet de société-là qui est l'islam sunnite. C'est un marqueur. Avant, quand il a été révélé, c'était aussi un marqueur, mais surtout pour définir qui était une femme libre et qui était ce qu'on appelle en arabe amma, sabiya, riq, abid, c'est-à-dire esclave. Pour faire la différence entre les femmes esclaves, avec qui on pouvait, si vous voyez ce que je veux dire, et les femmes libres avec qui il ne fallait pas. C'était ça le Ouais. voile. Mais après, Les femmes libres étant les voilées, c'est ça, hein? pardon? Les femmes libres étant les voilées ou les Non, prostituées? les femmes libres, non, les femmes libres étaient les voilées. D'ailleurs, on a même des D'accord. hadiths authentiques où des compagnons du prophète ont surpris une esclave portant le voile. Bah, il l'a frappé, il lui a enlevé le voile, il lui a dit: Est-ce que tu veux ressembler à une femme libre? Reste comme ça, c'est-à-dire sans voile. C'est comme ça, les gens peuvent savoir que tu es une esclave. Mais depuis quelques années, le voile a pris une autre dimension, surtout après ce qu'on appelle sohwa en arabe, c'est-à-dire le réveil des frères musulmans dans les années 20 et le deuxième réveil après 1979. C'est une année charnière. Mais pour te répondre, ça veut dire, moi, ce que je préconise, c'est vraiment le dialogue. Et le dialogue dans un climat de liberté d'expression totale. C'est-à-dire, les gens, exercez vos droits, exercez vos libertés. N'ayez pas peur de critiquer l'islam. N'ayez pas peur des musulmans. Les musulmans sont des gens comme vous. Voilà. N'ayez pas peur. Moi, j'ai pas peur des musulmans. J'ai pas peur de l'islam. Moi, la seule chose qui pourrait me faire peur, c'est qu'on m'interdise ou qu'on me censure ma parole si elle critique une idéologie ou une autre. Ça me fait peur. Mais l'idéologie elle-même ne peut pas me faire peur. C'est-à-dire l'islam ne me fait pas peur. Les musulmans ne me font pas peur. Et de loin, c'est-à-dire je suis algérien, j'ai grandi parmi eux, je sais ce que c'est qu'un musulman. C'est un être humain comme un autre. Mais c'est juste que et il faut le savoir. Et il faut le prendre en compte. Je ne comprends pas pourquoi en France, les gens changent de comportement quand ils croisent un musulman. C'est-à-dire, et on va pas critiquer sa religion, on va pas. Ben si, critique sa religion. Pendant je ne sais Parce pas que combien de siècles vous l'avez fait avec le catholicisme. Il y a toujours des catholiques en France, mais le catholicisme a disparu sur l'espace politique. Il faut se retrousser les manches et refaire la même chose. Faut pas avoir peur. parce que en fait, Jacques, moi, si tu veux, j'ai fait tout le parcours d'un enfant français à l'école de la République, etc.
Et c'est vrai que donc dans les années 80, donc la période la plus forte peut-être de l'antiracisme, et c'est vrai que avec SOS Racisme, etc., toutes des associations qui faisaient des manifestations prônant justement le droit à la différence, etc. Et si tu veux, chez les Français, je crois quelque chose qui est depuis cette époque très ancré, c'est la peur de la critique de l'altérité. Parce que ils ont peur de passer pour des racistes, tout simplement. C'est-à-dire de dire, ben quand même, l'islam, il y a des trucs qui sont pas très nets là-dedans. Tout de suite, dans les milieux sociaux, je dirais des classes moyennes supérieures, et même classe populaire, on a ce risque de se faire traiter de raciste. Et donc, c'est pour ça que tu as dans les urnes 50% de gens qui votent Marine Le Pen, mais dans la rue, personne n'en parle. C'est un sujet tabou. Et les gens ont peur d'en parler. Parce qu'il y a une chape de plomb morale qui s'est imposée aux Français depuis des décennies, quoi. Donc, on vit dans ce climat très particulier. Moi, je dirais que si, en fait, le débat de l'islam serait radicalement différent si, je dis n'importe quoi, par un événement extraordinaire, toute la Bretagne, tous les Bretons se seraient convertis à l'islam et seraient devenus des musulmans. L'islam aurait été traité comme le catholicisme a été traité, et aujourd'hui, on aurait une gauche anti-laïque, anti-religieuse qui s'acharnerait contre les musulmans bretons, et une droite ou extrême droite qui verrait un regain des valeurs séculières, des valeurs conservatrices. Le problème, c'est Je suis que pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça. je pense que le problème, c'est qu'en fait, en France, l'islam est porté principalement par les Maghrébins et par des non-français de souche, de filiation. Et donc, le fait que ça soit associé, la critique de l'islam, il y a toujours cette idée, est-ce que la critique de l'islam n'est pas un faux nez, un masque caché pour avancer son racisme? En fait, il y a un chantage au racisme pour rejoindre Vincent. Je dis pas que c'est forcément que ça ou tout se résume à ce problème, mais j'ai l'impression que s'il y avait que des convertis français de l'islam, le débat serait totalement différent. Je pense que la gauche ferait de Jacques Le Fou un héros, donc je sais pas si... Mais d'ailleurs, Hassan, tu sais très bien Ça va venir, Inch'Allah, ça va venir. Peut-être. Hassan, il y a une partie de l'extrême droite qui était là-dedans, dans ce que tu dis justement, dans le fait de dire ah génial, le regain, la prise. Évidemment, bien sûr. Évidemment, tu connais ça. Je connais par cœur je connais très bien le logiciel de les valeurs, l'immigration maghrébine via ces valeurs conservatrices. Et d'ailleurs, même une partie des frères musulmans ont essayé de toucher une partie des nationalistes avec des associations Fils de France, par exemple, qui est d'ailleurs, proche Sora a rencontré le frère de Ramadan. Sora l'a rencontré. Tout à fait. Ramadan, ouais, bien sûr. Tout à fait. Le recteur de Ubrouk, celui qui a fait Fils de France, ça remonte à 10-15 ans, enfin, je crois au moins une dizaine d'années. Il y a eu une tentative de rapprochement, mais en fait, tout simplement, le vote maghrébin, enfin, pour moi, en fait, j'ai pas envie de trop développer parce que je trouve le sujet, il est très intéressant, mais ça mériterait une autre soirée parce qu'on est en train de dévier sur ce sujet. Et je voulais en profiter simplement pour rappeler que le Space, et pour peut-être dire aux gens qu'est-ce que c'est le Cercle Cobalt. Le Cercle Cobalt, c'est un groupe de zététiciens, mais qui aborde des sujets que la plupart des sceptiques français ou dans le scepticisme français n'abordent pas du tout, qui ne traitent pas du tout, que ce soit des sujets comme le QI, on vient de dire, ou d'autres sujets. Et simplement, on s'en fiche du chantage moral gauchiste, pour dire les choses directement. Là, j'en profite parce qu'il y a de nouvelles personnes qui peut-être ne connaissent pas le Cercle Cobalt. Donc, nous, on est des sceptiques, des zététiciens, mais qui abordons clairement les idéologies de gauche comme, pour certains, une grande partie d'entre eux, complotistes et pseudo-scientifiques. Et je vais faire une série de space où je vais inviter, dont Vincent est le premier, mais j'en ferai d'autres. Il y aura d'autres invités, d'autres sceptiques, etc., d'autres chaînes que je souhaite inviter pour faire ces spaces, pour parler de sujets qui les concernent. Donc là, j'ai invité Vincent parce que c'était lui l'invité, donc c'est autour de lui qui est le thème. C'est pas là, ce soir, c'est le thème et le sujet, c'est pas du tout l'islam et ce sujet, l'islam politique, et ce sujet, même si évidemment il est très intéressant. Et donc j'en profite
pour dire aux gens, si vous voulez suivre, voir ce que c'est le Cercobalt, allez sur mon compte. Vous voyez une vidéo qui va vous relayer sur un projet que je lance, que nous lançons ensemble. Donc, regardez, vous voyez ce projet pour nous soutenir, pour réaliser un projet, le projet Cobalt. Donc, je vous invite à regarder par curiosité. C'est une vidéo qui dure que 3 minutes. Et, Je peux poser une question? oui, Parce que moi, je ne connais pas, c'est la première fois que j'entends ce d'accord. cercle Cobalt et zététique. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plusieurs types de zététique ou... Non, Cercle Cobalt, en fait, on est un Oui. groupe et on est 5 dedans, dont un des membres du Cercle Cobalt est là, Anthony Cobalt. On est une équipe, mais en fait, non, c'est pour dire, il n'y a pas plusieurs... En fait, il y a le milieu, il y a la méthode scientifique, le scepticisme, mais la réalité, c'est que dans le milieu sceptique français, est très biaisé à gauche. Ça veut dire, par exemple, je vais te donner un exemple. Donc, vous êtes le des zététiciens de droite, c'est ça? Non, pas du tout. On ne défend pas du tout une zététique de droite, parce que ça n'a pas de sens. En fait, ce que je veux dire, c'est que... Parce que je n'ai pas compris alors. Ah, Je suis désolé. bien, c'est une très bonne question. Merde, c'est un bon moment pour éclaircir. Ça veut simplement dire qu'en fait, les idéologies d'extrême droite ont été depuis longtemps évacuées du milieu scientifique et de la société. Quand vous êtes qualifié d'extrême droite, vous êtes totalement marginalisé, vous êtes identifié. Pourquoi? Parce que c'est un ensemble d'idéologies pseudo-scientifiques ou complotistes. Le complot franc-maçon, le complot antisémite. Aujourd'hui, récemment, par exemple, certains mouvements anti-vax, etc., sont liés à des réseaux, à des mouvements de droite ou nationalistes, etc. Mais on a l'impression qu'en fait, complotisme ou pseudoscience, c'est uniquement avec l'extrême droite, et l'extrême gauche et la gauche ne seraient que porteurs d'idées rationnelles, cohérentes avec la connaissance scientifique. Et nous, enfin moi, personnellement, ce que je veux mettre, ce que on défend, c'est que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que on veut montrer que, par exemple, les études scientifiques montrent qu'il y a autant de complotisme à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche, que le marxisme, par exemple, est une pseudo-science, qu'il y a tout un ensemble de discours politiques de gauche qui sont complotistes, qui n'ont aucune réalité scientifique. L'idée, c'est de mettre en avant des thématiques qui ne Est-ce que sont je peux pas avoir mises un en exemple? avant. Parce que Bah, je peux avoir un exemple euh, de complotisme de gauche, comme tu dis. par exemple, un des biais sur la gauche, la gauche dans le discours de gauche qui est, sur lequel s'appuient les discours de gauche, c'est ce qu'on appelle le biais, le sophisme à somme nulle. C'est-à-dire le sophisme à somme nulle, c'est l'idée que quand quelqu'un s'enrichit, c'est nécessairement au détriment de l'appauvrissement d'une autre personne dans le monde. L'idée, c'est qu'il y aurait des ressources, une quantité de ressources économiques finies, et que si je veux devenir riche, c'est forcément au détriment d'une autre partie de la population. Donc, par exemple, si la bourgeoisie s'enrichit, c'est parce qu'elle exploite et elle extrait la plus-value du prolétariat. Si l'Europe s'est développée, c'est parce qu'elle a pillé et elle a appauvri l'Afrique, etc. Et en fait, ce sophisme, par exemple, il structure les narratifs politiques de la gauche et de l'extrême gauche depuis longtemps, alors que factuellement, c'est faux. L'enrichissement du capitalisme et l'enrichissement de nos sociétés est général, c'est-à-dire que toutes les populations s'enrichissent. Il y a un écart d'enrichissement, c'est-à-dire qu'il y a des gens très très riches, l'écart il est important, mais les plus pauvres sont toujours, le niveau de vie des gens n'a cessé d'augmenter depuis la Deuxième Guerre mondiale, et il n'y a D'accord, pas un appauvrissement. ça c'est un biais, si tu veux. Oui, Mais tout à tu fait. as parlé... Oui, mais tu as parlé de théorie complotiste. Par exemple, le marxisme, dans son narratif, est l'idée qu'il existe en fait une organisation de la bourgeoisie qui vont se coordonner et qui vont en fait obtenir via les pouvoirs, via l'État. Par exemple, l'État est un outil de la bourgeoisie en vue d'organiser sa domination de classe. Ou par exemple, l'école serait un outil de la bourgeoisie pour maintenir les gens dans un contrôle via différents leviers comme le fait de créer une culture savante et une culture populaire, etc. Et que, en fait, la réussite scolaire des uns ou l'échec scolaire des autres ne serait pas du tout dû à des compétences, mais serait dû juste à des déterminants sociaux
et qui serait dans l'intérêt de la classe dominante. C'est-à-dire que pour que la classe dominante continue de dominer, elle organise d'une certaine façon la distribution de la connaissance en vue de ses intérêts. Ou sinon, par exemple, un des auteurs qui est très connu, qui s'appelle Bourdieu, qui est un sociologue, il y avait des textes de Bourdieu qui parlaient, par exemple, de forces invisibles de la bourgeoisie ou d'un gouvernement mondial invisible de la bourgeoisie qui organise le pouvoir de manière occulte, etc. Et il y avait ce genre de thématiques ne sont pas du tout mis en avant, ou par exemple le féminisme, une partie du discours féministe est identifiée comme complotiste parce que c'est l'idée que le système, la société dans laquelle on vit est dans l'intérêt des hommes en vue de volontairement empêcher les femmes d'accéder à des postes ou à des réussites, etc. C'est-à-dire qu'il existerait des mécanismes concertés dans l'intérêt des hommes où on bloquerait les femmes, où on empêcherait les femmes de faire des choses dans nos sociétés, alors que ça va à l'encontre des statistiques. Et ce sont des explications, en fait, les structures sont toujours les mêmes. Ça veut dire, c'est à qui profite le crime, ça veut dire qu'il y a une entité agissante sur le monde, causale, qui va agir sur le monde, sur son fonctionnement, et elle agit évidemment dans son intérêt. Donc cette entité, ça peut être la bourgeoisie, ça peut être le patriarcat, ou ça peut être le racisme systémique. C'est-à-dire que le racisme systémique est un scénario très apparenté à un scénario complotiste, où les institutions, l'État, par exemple, s'il y a plus, par exemple pour le cas des prisons, on donne l'exemple des prisons, il y aurait plus de personnes étrangères ou d'une origine que de Français. Et on dit, les tenants de cette théorie vont dire, oui, mais c'est voulu par l'État, par les institutions de répression. Ça veut dire qu'on veut sciemment réprimer la population immigrée parce que l'État français serait raciste et organiserait en fait l'incarcération de manière volontaire de ces populations. Et ce serait l'explication de cette surreprésentation d'une population issue d'immigration par rapport à la population française. Tu veux dire que la gauche française soutient ce discours-là? Par exemple, la dernière phrase que tu viens de dire. Oui, par exemple, s'il y a surreprésentativité, c'est parce que l'État français le fait organiser. Parce que l'État français est raciste. Alors, quand ils disent organise, ça va être à travers... Fais-moi donner des noms comme ça, de personnalités de gauche qui soutiennent cette théorie. Par exemple, moi, j'ai jamais entendu. Par exemple, le dernier que j'ai entendu, c'est Ouria Boutelja, qui avait, dans un entretien, dit que les statistiques, on lui posait la question des statistiques ethniques, et elle a dit que pour elle, ça confirmait sa lecture politique. Mais après, c'est pas, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas des personnalités, c'est des auteurs. Donc, c'est plus des textes, des chercheurs, c'est beaucoup plus intéressant que je peux t'envoyer. Par exemple, le racisme systémique, tu n'as jamais entendu parler du racisme systémique? À peu près. Le racisme systémique, c'est l'idée quand même, par exemple, que la société est suprémaciste et qu'elle donnerait un avantage différentiel aux Blancs systématiquement. C'est-à-dire qu'il y aurait un biais où si un Blanc réussit dans la société américaine, c'est grâce à un système de préférence raciale et en défaveur des autres populations. C'est ce type d'explication. Ce qui impliquerait qu'il y a une volonté, quelque part, à vouloir maintenir cette situation. Et il n'y aurait pas d'autre explication. Et donc, c'est ce type de théorie, par exemple, qu'on a abordé. Mais malheureusement, en fait, c'est pas le sujet, mais après, on pourrait, on avait écrit un article là-dessus. D'ailleurs, d'un des membres du Sacobal qui est là, il avait écrit deux articles sur le racisme systémique, où on avait justement analysé les sources universitaires. Parce que moi, je vais aller lire, on est allé lire les chercheurs, comment ils procèdent, c'est-à-dire ou les auteurs, comment ils... si comment elle s'appelle? J'ai oublié son nom. C'est une femme... j'ai oublié son nom. C'est une jeune... je ne sais plus si elle est jeune, mais... C'était une jeune femme qui passe beaucoup à la télé, qui avait abordé ce sujet du racisme systémique en France.
Par exemple, là, récemment, les députés et les filles, je crois, ils ont fait passer une loi sur la discrimination par rapport aux cheveux, je crois. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Le fait qu'il y aurait une discrimination en fonction de la nature du cheveu, ce genre de choses. Ou par exemple, une des idées les plus fausses, c'est que les femmes auraient des revenus moindres que les hommes du fait du patriarcalisme, par exemple. Alors qu'en fait, quand on regarde statistiquement pourquoi les femmes ont des revenus moins importants que les hommes, en fait, il y a une explication plus parcimonieuse qui est que beaucoup de femmes se mettent à mi-temps, par exemple, vont être à mi-temps, et donc, ou par exemple, moins de femmes ont des activités libérales ou entrepreneuriales. Or, ce sont des activités qui vont être plus rémunératrices. Et donc, en fait, par exemple, cette affirmation de les femmes auraient des salaires à 17%, je ne sais plus quel est le chiffre qui a été mis en avant, moindre que les hommes, est factuellement faux. Les femmes ne gagnent pas moins. C'est les choix professionnels et individuels des femmes qui, statistiquement, créent cet écart, mais du fait que beaucoup de femmes vont choisir, par exemple, de faire des mi-temps. Mais ce qui s'explique tout simplement parce que beaucoup de femmes font des mi-temps pour trouver un équilibre avec la vie de famille. Or, dans le raisonnement de certains, cet écart serait une preuve d'un avantage tout simplement pour les hommes du fait qu'on est dans une société patriarcale. Ça veut dire que le travail à mi-temps touche beaucoup plus les femmes que les hommes, c'est ça? Oui. Pourquoi? Parce que les femmes choisissent des mi-temps pour rester à la ferme, pour s'occuper des enfants. Ou pour rester... Oui, d'accord, mais pourquoi c'est pourquoi c'est un choix individuel. Oui, mais pourquoi c'est pas un choix individuel vu que tu viens de te dire que c'est... c'est statistique. Ça veut dire que chaque choix individuel font que les femmes préfèrent... c'est un choix de modèle... Mais c'est pas voulu par l'État, c'est pas l'État l'administration. Oui, mais il y a une tendance, Ah oui, bien sûr, il y a une tendance, tout à fait. Pourquoi? Mais c'est pas voulu. Mais c'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet. Pourquoi les femmes font ce choix? Pourquoi les hommes font d'autres choix? Ça s'appelle le paradoxe de l'égalité de genre. Ça veut dire que dans les sociétés les plus avancées dans le droit des femmes, c'est là où il y a le plus de disparité en fonction du genre. Et ce sont dans les sociétés où la culture patriarcale est la plus forte, où le choix entre les hommes et les femmes est moindre. Donc, en fait, par exemple, dans les sociétés scandinaves... J'ai pas compris. Oui, mais c'est pour ça que je dis que c'est un autre sujet. Mais en fait, dans les sociétés d'égalité, c'est-à-dire dans les sociétés où les femmes ont des droits, où ils ont des avancées... En termes de droits, oui, il y a l'égalité en termes de droits. Voilà, dans les sociétés libérales, démocratiques, égalitaires, où la condition des femmes est la meilleure, par exemple dans les pays scandinaves. C'est là où il y a le plus de disparité. Oui, c'est là où il y a le plus forte disparité. Ça s'appelle le paradoxe du genre. C'est un paradoxe parce qu'on pourrait penser... Ça veut dire... Oui, j'ai compris. Ça veut dire dans les États où il n'y a pas d'égalité, justement, où les hommes ont plus de droits, c'est là où il n'y a pas de disparité entre les hommes et les femmes. Il y en a des disparités, mais il y en a des disparités, mais elles sont moindres. Ça veut dire que, par exemple, en Turquie, tu auras plus... Oui, c'est-à-dire qu'en Turquie, par exemple, tu as plus de femmes qui vont s'orienter dans des filières scientifiques. Mais en Turquie, il y a l'égalité. Non, mais en Turquie, il y a l'égalité. Prenons un exemple. La condition de la femme, où il n'y a pas... Non, mais prenons un exemple où il n'y a pas d'égalité en termes de droits. L'Algérie, il n'y a pas d'égalité en termes de droits. Les hommes ont beaucoup plus de droits que les hommes. On compare ce qui est comparable, c'est-à-dire qu'ils comparent dans les études en question, ils ont comparé des pays où les femmes font des choix. Et en fait, c'est dans la culture, par exemple, moi je me souviens, c'était ils n'ont pas mis l'Algérie, ils ont mis la Turquie. Le choix est un droit. Oui, bien sûr. Donc parce que tu as posé quelque chose qui me semble un peu bizarre et je voulais comprendre. Tu as dit là où les femmes ont plus le choix, donc ont plus le droit, parce qu'il y a justement l'égalité, il y a plus de disparité. Et quand cette égalité de droit n'existe pas... Non, j'ai jamais dit qu'elle n'existe pas. Non, j'ai pas dit qu'elle n'existe pas, sinon ça n'a pas de sens. Sinon, ça ne veut rien dire. C'est ce que je dis. Ça n'a pas de sens. Oui, mais c'est pour ça que je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'en comparaison avec d'autres pays, avec des cultures patriarcales,
ou avec où il y a plus d'institutions patriarcales, où il y a plus de... Par exemple, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de la Turquie, parce que Tu veux, cet tu veux exemple-là, dire que il le revenait. patriarcat est préférable? Je comprends pas. Non, Le ça veut dire que patriarcat est préférable. non, ça veut dire pas non, ça veut dire que dans une société en fait où les femmes peuvent choisir, mais où la culture patriarcale valorise le statut des hommes, offre aux femmes plus de sécurité en étant dans des activités professionnelles associées aux hommes et offre plus de sécurité ou apparaît comme plus appréciable, plus libre. Ce sont là où on va retrouver plus de femmes qui vont s'orienter dans des domaines Et c'est médicaux pour préférable. devenir C'est médecin. préférable. Ah C'est non, préférable. préférable, ça voudrait dire que c'est ce que je voudrais personnellement. Je ne préfère rien du tout, moi. Je dis juste que statistiquement, je reviens à mon discours initial. Mon discours initial est simplement de dire que l'explication qu'on nous propose par rapport à ce qui est constaté statistiquement n'est pas la bonne. Je pense qu'il y a d'autres explications qui sont plus parcimonieuses, c'est tout. Après, ce qui est préférable, pas préférable, c'est pas mon problème. Ça, c'est un choix individuel en termes de politique, etc. Moi, je préfère une société où les gens sont libres et dans une société libérale démocratique. Les gens, ils font ce qu'ils veulent, comme ils veulent, etc. Mais après, ma discussion en tant que sceptique, c'est juste, est-ce que ce discours que j'entends ou ce propos qu'on affirme, est-ce qu'il est factuellement vrai ou faux? C'est tout. Est-ce qu'il est vrai ou il est faux? Quelle est l'explication la plus parcimonieuse donnée par des experts, etc. Et c'est ça que je souhaite mettre en avant. Après, le préférable, pas préférable, ce qu'il faudrait faire, pas faire, ça, c'est un autre sujet. C'est du domaine du politique, et un peu de l'aléatoire de chacun. Et c'est pas mon sujet. Je m'exprime pas sur ce sujet-là. En tout cas, je ne me suis pas exprimé sur ce sujet. Donc, Ok. Merci beaucoup. En tout cas, je suis désolé d'avoir accaparé ma discussion. non, Je suis mais désolé, Vincent. Voilà. euh, J'aurais aimé continuer la discussion. et je Je suis sûr que désolé ça de sera me pour une laisser prochaine fois. accaparer. Mais écoute, juste, parce que je pense qu'on va arrêter, je vais passer à un autre sujet. Je vais poser une question à des gens qui m'ont envoyé des questions. Mais je te propose, Jacques, parce que on pourrait peut-être discuter, faire un space tous les deux. Enfin, t'avoir comme invité pour un space, je ne sais pas si ça t'intéresserait. Je te demande directement là, écoute. Inch'Allah, Inch'Allah. Avec plaisir. Bah écoute, je t'enverrai un message en MP. Je sais pas si on peut t'envoyer comment les gens peuvent te contacter. Je t'enverrai un message sur Twitter. Je sais pas si t'es. Ah si, bah si, t'es sur Twitter parce que tu as ton compte. Je t'enverrai Moi, un je suis sûr que message. Bah écoute, je t'enverrai un message privé et tu me diras quand tu seras disponible si ça t'intéresse toujours. En tout cas, je te remercie d'être intervenu et j'invite les gens qui ont écouté à s'y intéresser, à aller sur mon compte et regarder ces vidéos, le projet, si ça vous intéresse. Je vais changer complètement de sujet. Je vais poser une question qu'on m'a envoyée en MP, qui n'a rien à voir avec le sujet de l'islam.